tous et merci d'être avec nous dans l'émission Le Monde en 7 de ce samedi 29 janvier 2021. Nous revenons donc naturellement sur les principaux sujets qui ont fait l'actualité au cours de la semaine et qui nous ont paru importants. Et ce samedi, on va parler du Burkina Faso, le Burkina qui a connu aussi un coup d'État courant de la semaine. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a été renversé par le lieutenant-colonel Sandaogo Damiba, qui promet un retour à une vie constitutionnelle normale lorsque les conditions seront réunies. Nous serons ensuite du côté du Mali. Là-bas, le temps monte à nouveau entre Paris et Bamako. Et en seconde partie, on va parler du Togo qui a été à son examen périodique universel. Peut-on estimer que la mention est assez bien en matière de droits de l'homme? Et pour évoquer ces sujets, qui mieux que des acteurs de la défense des droits de l'homme du Togo, je reçois deux acteurs de la société civile, Spero Maoulé, président du groupe d'action pour la gouvernance et la démocratie. Bonsoir Spero. Bonsoir Samuel, bonsoir aux autres téléspectateurs. Merci d'être notre invité. Face à vous, Godwin Etienne, directeur exécutif du Centre pour la documentation de la formation en droits de l'homme, CDRDH. Bonsoir Godwin. Bonsoir Samuel. On commence tout de suite donc avec le Burkina Faso. Brûle de bottes au niveau de Ouagadougou. Le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré a été renversé par le lieutenant-colonel Sandaogo Damiba. M. Dernier s'est exprimé à la télévision nationale, la RTB, pour faire part de ses intentions. Intentions, on peut le dire, en suivant son discours plutôt noir. Il promet un retour à l'ordre constitutionnel lorsque la situation le permettra. Et on va analyser tout cela tout de suite avec mes invités. Godwin Etienne, d'abord, est-ce que vous pensez aussi, comme beaucoup d'analystes, qu'un coup d'État était prévisible dans le Burkina Faso? Oui, écoutez, si nous voyons un peu tout ce qui s'est passé depuis, on va dire, la révolution de 2015 au Burkina Faso, et très rapidement l'espoir que cette révolution avait suscité pour non seulement les Burkinabés, mais tous les Africains. Et ensuite, les premières difficultés qui ont survenu juste après l'arrivée de Kaboré, c'est-à-dire qu'il a été très rapidement rattrapé par les contraintes de gestion d'un État. Donc, il y a des réalités, il y a la réelle politique, et ce sont des éléments qui, malheureusement, ne tiennent pas compte de l'ambition d'asseoir un renouveau démocratique. Donc, très rapidement rattrapé par les réalités, on a senti quand même que son leadership a pris du plomb dans l'aile. Et effectivement, l'autre élément important qui, je crois, a totalement déstabilisé ce président, c'est l'arrivée effectivement du terrorisme qui s'est vraiment accentué au Burkina Faso avec des attaques, et ajouter à cela effectivement le mécontentement des populations, son incapacité malheureusement à maintenir le respect des droits de l'homme face aux différents soulèvements ou aux différentes réactions des populations. Par exemple, le fait que très récemment, il y a eu des coupures d'Internet, etc. Donc, on sent que c'est un président qui est en difficulté. Et peut-être un troisième élément qui est aujourd'hui l'influence sous-régionale. Il semble que la nouvelle pandémie, c'est le coup d'État. Donc, si on met tous ces éléments ensemble, même si ce n'était pas ce qu'on pouvait imaginer, ça ne surprend pas, malheureusement, qu'il y a eu un putsch au Burkina Faso. Le variant Goïta qui s'est donc répandu comme une traînée de poudre, qui a touché donc la Guinée et puis maintenant le Burkina Faso. Je pense, quand Godwin parlait, il a évoqué le leadership même de Roch-Marc Kaboré qui posait problème à beaucoup de personnes. On voyait plutôt un président un peu timoré, un peu trop mou. Est-ce que tout cela peut expliquer sa situation actuelle? Pas véritablement, à mon sens. Vous savez, pour moi, je pense qu'un des facteurs qui doit s'ajouter à cette belle liste qui est donnée par Godwin, c'est plutôt la tradition du coup d'État au Burkina. Parce que le Burkina s'illustre parmi les pays qui ont multiplié les coups d'État. Si on fait un petit peu les comptes, il doit y avoir plus de 5 coups d'État déjà au Burkina. Et surtout que là, il y a un même dénominateur commun avec le Mali, c'est l'aspect sécuritaire. Et donc, ils ont l'impression, on imagine que les militaires ont l'impression que
le remède se trouverait dans la prise en main des pouvoirs pour gérer, puisqu'ils se plaignaient beaucoup des moyens faibles qui leur étaient donnés. Et parce qu'à un moment donné, quand vous entendez il y a eu agression au niveau du Burkina, vous entendez toujours des centaines de militaires qui sont décédés. Oui. Et donc, à un moment donné, ils ne se sentent plus en sécurité. Et je pense que c'est beaucoup plus ça qui fait qu'on peut, ils seront tentés de prendre le pouvoir que de dire que Kaboré lui-même est un peu timoré. Deuxième élément que je voudrais ajouter dans la réflexion, c'est qu'en fait, Kaboré, il a voulu jouer le bon démocrate, oui. Essayer de faire ce qui est prévu dans les cahiers de charges d'un président démocrate. Et ça, malheureusement, il ne peut pas le faire au Burkina parce que ça donnait l'impression qu'il était plutôt une marionnette de la CEDEAO. Et qui dit marionnette de la CEDEAO, indirectement dit marionnette de la France. Oui. Or, il y a un sentiment anti-Élysée, pas anti-français. Moi, je ne l'appellerai pas anti-français. Anti-Élysée, anti-politique française, qui se développait tellement au Burkina qu'il n'était pas une erreur d'envisager qu'à un moment donné, les gens en auraient marre et qu'on voudrait carrément enlever Kaboré pour que les choses aillent mieux. Enfin, le troisième élément, c'est l'effet de mode. Oui. C'est l'effet de mode parce que on a l'impression que les colonels ou les généraux, ou en tout cas les militaires, les hauts gradés, qui ont vu qu'à un moment donné, Doumbouya, qui a suivi le Mali, n'a pas vraiment été embêté. Pas vraiment. Et tout le monde regarde du côté du Tchad, où Idriss Déby a fait exactement un coup d'État et que personne n'a véritablement dénoncé. Et donc, l'effet de mode voudrait qu'il faut trouver la bonne potion pour que nous aussi on fasse le coup d'État et qu'on espère qu'on ne serait pas trop sanctionné par la communauté internationale. Donc, voilà le problème. Et c'est peut-être ce qui peut faire envisager un avenir encore plus sombre pour l'Afrique de l'Ouest, puisqu'il y a toujours des militaires, il y a toujours des pays qui ont pratiquement les mêmes éléments qui fâchent les populations, que nous appelons la mauvaise gouvernance. Et donc, on peut toujours encore s'attendre à ces coups d'État-là dans d'autres pays africains. Et ce ne serait pas une bonne chose. Mais on ne peut pas, Godwin Etche, estimer aujourd'hui quand même que face au délitement de la situation dans ces pays que nous citons, même si au niveau de la Guinée, on ne peut pas vraiment parler de contexte sécuritaire particulier, on ne peut pas estimer que c'est quand les militaires reprendraient le pouvoir que ça irait mieux. Oui, naturellement. Et je crois que ça, tout le monde s'accorde à le dire. Les coups d'État, en réalité, ne sont pas la solution. Même si, tel que décrit, que ce soit par moi-même ou par M. Espero Maoulé, il y a des conditions, il y a des facteurs qui peuvent peut-être expliquer le fait qu'on soit arrivé là. Cette façon brutale de prendre le pouvoir n'est pas forcément la solution. Mais comme vous l'avez vous-même dit, nous sommes dans un contexte assez particulier et qui peut laisser entendre ou bien laisser penser que oui, puisque surtout si on prend le cas malien, si on prend le cas burkinabé, la principale préoccupation des citoyens, c'est d'abord la sécurité. Oui. C'est le fait qu'aujourd'hui, les attaques terroristes djihadistes ont déstabilisé ces pays, ont déstabilisé le Sahel, et c'est une menace pour toute la sous-région, sinon la région. Aujourd'hui, on peut avoir ce sentiment-là, poussé par peut-être la dictature de l'urgence, de penser que, écoutez, si ceux qui savent manier les armes prennent le pouvoir, ils feront de la sécurité une priorité. Et peut-être après, ils pourraient naturellement donner la main aux administrateurs pour venir gérer les autres affaires du pays. Donc, nous sommes un peu dans un wait and see, mais fondamentalement, moi je dois dire que cette impréparation-là ne peut que malheureusement susciter un peu d'euphorie pendant quelques temps, et après on va se retrouver rattrapé par les réalités de la gestion d'un État. Mais je dois encore être prudent pour dire que nous sommes dans un contexte où, et M. Spero le disait tout à l'heure, vu, moi je vais dire, l'incapacité aujourd'hui des institutions sous-régionales comme la CEDEAO et même régionales comme
l'Union africaine de montrer une forme de gouvernance qui rassure les citoyens, vu cette incapacité de permettre ou bien d'amener tous les chefs d'État à respecter leurs engagements. Vu cette politique de 2 poids 2 mesures qu'il y a même au niveau donc du leadership sous-régional et régional, nous sommes dans une situation de sauve qui peut, où chacun au nom du patriotisme pense pouvoir faire ce qui est important pour sauver son pays. Donc c'est une situation quand même assez floue et il faut même dans les analyses y aller avec beaucoup de prudence. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est réunie, c'était hier, pour discuter de la situation au niveau du Burkina Faso. On a pris une première mesure de sanction qui est d'exclure le pays donc de l'instance sous-régionale. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, Spero Maoulé, c'est une sanction classique que la CEDEAO prend le plus souvent. Et quand vous écoutez aussi le lieutenant-colonel Sandaogo Damiba qui promet un retour à la normale lorsque la situation le permettrait, est-ce que ce n'est pas une promesse un peu trop vague? Bon, disons que pour la CEDEAO, je pense quand même que c'est quand vous habituez votre enfant à un coup de fouet, c'est ce qui est la dernière sanction. Quand l'enfant fait une connerie, c'est que c'est un coup de fouet qui viendra. Oui. Et il n'y a plus rien qui l'empêche d'être mauvais. Et la CEDEAO n'a pas... C'est une institution internationale. Donc, elle est en réalité limitée dans ce qu'elle peut avoir comme moyen de pression sur les gens. En réalité, elle devrait plutôt œuvrer dans la formation et dans le maintien des bonnes pratiques. Malheureusement, c'est devenu un syndicat de chefs d'État où les gens n'ont pas le courage de se dire ce qui est mauvais. Et donc maintenant, c'est comme on dit, un peu du jeu de hasard. Parce que le Burkina, le colonel, en faisant son coup, il savait exactement ce qui l'attendait. Oui. Mais ça ne l'a pas empêché de faire le coup. Donc ça voudrait dire qu'en tant que sanction, ça n'a aucune importance aujourd'hui. Et d'ailleurs, si on donne les mêmes sanctions au Burkina, le Burkina fait frontière avec le Mali. Le Mali fait frontière avec la Guinée. Mais c'est clair qu'ils vont ouvrir un nouvel espace où ils vont être ensemble. Et donc, malheureusement, les sanctions seraient fragilisées. Et je pense que la CEDEAO, au lieu de procéder par des sanctions, doit plutôt procéder par des négociations. Et voilà, je me rappelle que c'est même sur vos plateaux ici que j'avais dit que la CEDEAO devait réfléchir à être plutôt le bras tendu à ces pays en difficulté-là. Ce que je veux dire, c'est que vous voyez, par exemple, quand vous prenez le Mali, Toumani Touré était un militaire. Il est venu comme président, mais il n'a pas pu régler le problème. Parce qu'il n'a pas fait peut-être les bonnes alliances, ou il n'a pas eu les bonnes conjonctures géographiques, politiques pour pouvoir que ça marche. Maintenant, c'est des militaires qui arrivent encore. Rien ne prouve que tout a changé. Sauf un facteur nouveau, qui est la Russie qui est rentrée dans le jeu, la Turquie qui est rentrée dans le jeu, et autres, Chine qui veulent également, Chine et Corée du Nord qui veulent rentrer dans ce jeu-là. Donc vous voyez, ils ont plus d'opportunités, entre guillemets, mais qui ne nous donnent pas ce que serait notre Afrique de l'Ouest dans quelques jours. Et ça, c'est vraiment dangereux. Vous savez, moi, je pense qu'il y a quand même un petit facteur qu'on oublie très souvent. Dans le temps, on avait des militaires qui étaient des hommes pris sur le tas et qui n'avaient pas une grande culture intellectuelle. Aujourd'hui, les colonels, c'est des docteurs, c'est des gens qui ont au minimum des masters. Et donc, ils savent réfléchir exactement comme l'homme politique de la rue. Avec cet avantage qu'il a des armes dans la main. Et donc, est-ce que la meilleure posture, est-ce que c'est d'aller prendre le pouvoir par la force ou plutôt de prendre par les urnes? Qu'est-ce que ça coûte? Oui, qu'est-ce que ça coûte à un militaire qui pense que la gestion n'est pas bonne? Qu'est-ce que ça lui coûte de démissionner et de devenir homme politique et d'aller aux élections? Sauf que dans leur pays, la démocratie même qu'on semble vanter, malheureusement n'existe pas. Et donc ils savent qu'en le faisant, ils se discréditeraient plutôt et ils n'auraient même pas les moyens de gagner. Et donc ils préfèrent prendre le chemin le plus facile, qui est d'utiliser la force brute avec les armes. Et donc je comprends
que le colonel, en faisant son coup, s'attendait exactement à ces sanctions-là. Et je suppose qu'il a déjà une panoplie de prototypes qu'il va prendre au niveau du Mali, qu'il va mettre en application. Maintenant, quand il dit jusqu'à l'établissement, jusqu'à que c'est possible, vie constitutionnelle normale, c'est une façon plus grave de dire ce que le Mali a fait en disant donnez-nous environ 5 ans. Ils n'ont pas dit de façon stricte 5 ans. Ils espèrent que d'ici 5 ans, ils auraient fini. Lui dit, il espère qu'il y aura bientôt. Les conditions seront réunies. Mais les conditions seront réunies quand? Et donc, ça peut être dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et donc, dans ce cas-là, lui aussi, c'est légitime qu'il commence par dire, bon, on a eu trop de coups d'État dans notre pays, ça doit être le dernier, nous allons faire la fondation, nous allons demander aux forces vives, nous allons... Exactement, il prend les éléments de ce qu'il a vu dans le cas du Mali et de la Guinée, et il prend tout son temps pour le faire. Il va prendre pratiquement un mandat de 5 ans pour le faire, et le problème va demeurer. Donc, si la CEDEAO doit être conséquente avec elle-même, je pense que la sanction à donner au Burkina doit être plus lourde que la sanction qui a été proposée pour le Mali. Pour le Mali. Alors, justement, retour à une vie constitutionnelle normale lorsque les conditions le permettraient, seront réunies, pardon. Est-ce qu'on peut estimer juste que c'est parce que c'est maintenant qu'il a pris le pouvoir, il n'a pas encore une véritable lisibilité sur l'avenir, c'est pour ça qu'il reste aussi évasif? Non, bien avant ça, si vous permettez de faire un petit commentaire sur la question de la CEDEAO. Pourquoi ce communiqué n'était pas une liste de sanctions, comme on l'a vu dans le cas malien? Peut-être qu'on peut considérer que c'est aussi une façon de montrer de l'hésitation, parce que, justement, il y a de cela 2 ou 3 semaines, les sanctions qui ont été prises contre le Mali ont suscité une colère de cette nouvelle génération d'Africains qui donne l'impression comme si ce qui se passe aujourd'hui ne doit pas être appelé coup d'État. Et cela me fait penser à quelque chose. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une nouvelle forme, ou bien en tout cas un nouveau format de coup d'État. Il y a cela 50 ans, quand on dit qu'il y a coup d'État dans un pays, c'est que le chef de l'État, il est tué, peut-être lui et toute sa famille. Non seulement il est assassiné, mais on prend les mesures pour que même s'il devait se ressusciter d'une façon miraculeuse, que la vie soit impossible. On l'a vu pour Sankara, on l'a vu pour Sylvanus Olympio, les exemples se multiplient. Mais aujourd'hui, on apprend qu'il y a coup d'État, mais l'intégrité physique du chef de l'État est protégée. Donc il y a un format de coup d'État civilisé qui laisse à croire que ce n'est pas qu'on veut attenter à la vie du chef de l'État ou des membres du gouvernement, mais c'est leur façon de diriger le pays qui pose problème. Et l'objectif de cette intervention est juste de les écarter du pouvoir pour donner la chance à une autre formation, bien à une autre personne. Donc, dans cette circonstance-là, ou bien vu ainsi, il va de soi que les sanctions que la CEDEAO prend à l'endroit de ces jointes-là qui arrivent au pouvoir soient très mal reçues, perçues par les citoyens. D'autant plus que là où on attendait la CEDEAO, par exemple pour les élections, qui sont le moyen indiqué pour changer de tête au niveau des États, les élections ne voient pas la CEDEAO faire son travail. Ce travail se limite juste à confirmer ou à entériner ce qui se passe. Donc, il y a ce facteur-là qu'il faut revoir et qui peut-être amène à voir est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de coup d'État, c'est le même ressenti, c'est la même impression que l'Africain a. D'autant qu'on voit beaucoup manifester favorablement à ces coups d'État. Justement. Oui, mais et si tu permets, juste dans ton développement, je voudrais quand même rappeler que pour le moment, la CEDEAO n'est qu'à la première phase de cette déclaration. Parce que c'est en réalité, le colonel burkinabé n'a pas encore donné les dates son précises. Agenda. Et c'est suite à ça que le deuxième communiqué arrive pour donner les sanctions. Donc peut-être qu'il faut mettre ça aussi sur, non pas sur la retenue de la CEDEAO, que je ne pense pas qu'ils ont cette retenue-là. C'est des sanctions par gradation. Oui, parce que j'imagine, je crois qu'ils ont envoyé des délégations maintenant dans le pays pour discuter avec. La même chose a été faite au Mali. Ils ont envoyé. C'est suite aux réactions après cette délégation-là que les sanctions ont été durcies. La condamnation, elle est toujours immédiate.
avec le fait de dire on bloque avec les instances de la CEDEAO, tout ça. Ça a été fait de façon ordinaire. Donc, il n'y a pas encore de retenue au niveau de la CEDEAO. Donc, on attend simplement que la délégation revienne, que le colonel puisse dire, maintenir par exemple cette phrase de nous attendons jusqu'à le retour de l'ordre pour voir quel type de sanction. Mais ça ne va pas m'étonner que ce soit deux poids, deux mesures. On a déjà l'exemple avec, même si ce n'est pas la CEDEAO, avec le Tchad, où personne n'a vraiment crié contre Déby, qui a fait un vrai coup d'État, même si lui, le président n'était plus là avant son coup. Oui, et je pense que de toutes les façons, c'est malheureusement la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, où on ne peut pas voir clairement quelle est la règle ou bien quel est le jugement qui est pris et qui est appliqué par cette institution, où on voit que dans chaque situation, il y a quand même un particularisme dans la façon de raisonner de l'institution. Et c'est ça aussi qui touche à ce bien, qui fragilise aujourd'hui sa crédibilité. Et il est de plus en plus difficile donc pour une telle institution de gouverner ou bien de faire la loi au niveau de l'Afrique de l'Ouest si il n'a plus ou bien elle n'a plus l'adhésion des populations. Et c'est un élément important sur lequel je pense qu'il faut insister. Oui. Maintenant, rapidement, sur la question de... Oui, mais si on termine avec cet élément, parce que quand il parle, regarde, il y a un élément que tous les deux nous n'avons pas encore ajouté, c'est le fait que les populations ne comptent plus sur la CEDEAO à cause des chefs d'État, on peut dire de certains chefs d'État de la CEDEAO, qui eux-mêmes sont décriés dans leur pays. Vous ne pouvez pas dire aux gens qu'il faut faire des élections, il faut respecter la Constitution, si vous-même vous démontrez que vous ne respectez pas la Constitution chez vous. Et ça aussi, c'est un élément qui fragilise complètement la CEDEAO. Si on n'harmonise pas un certain nombre de mesures de gouvernance et que les États s'engagent à respecter véritablement ça. Quand je parle de l'État, les chefs d'État de ces États-là à les respecter convenablement, je crois que donner des leçons dans ces conditions-là semblerait être quand même une hérésie. Oui. Alors revenons maintenant à je ne veux pas appeler ça un délai, mais dire lorsque la situation le permettrait, on reviendra à l'ordre constitutionnel normal. Alors moi, est-ce qu'on met ça sur le coup du... Il vient de commencer, il a besoin d'avoir l'horizon dégagé. Même ça, moi je dirais, je ne sais pas. Nous sommes vraiment dans le wait and see. Parce que, tel que si on voit son premier, ou du moins la première déclaration de la junte, et si on voit un peu l'esprit de ce discours qui a été fait, un discours de 15 minutes qui a été fait, il a semblé rassurer les citoyens pour dire, écoutez, nous sommes là pour faire prévaloir les valeurs de la République. Nous ne sommes pas là pour faire une chasse aux sorcières. Donc, le colonel Damiba se met dans la posture, en réalité, de quelqu'un qui est venu pour restaurer l'ordre. Et donc, il n'annonce pas forcément qu'il est là pour s'asseoir et pour, voilà, diriger le Burkina Faso. Il a donné l'impression d'être la personne qui viendra avec l'ensemble des partenaires, parce qu'il en a beaucoup parlé, pour essayer de restaurer l'ordre. Peut-être, moi, ma façon de comprendre ça, c'est de permettre aux Burkinabés de pouvoir reprendre le contrôle et de retrouver cet espoir-là qui était suscité par la révolution en 2015. Maintenant, comme on l'a dit, c'est tellement de flou dans cette expression quand les conditions seront réunies. Et je crois que justement, on en saurait un peu plus après. Je crois qu'il y a un autre sommet de la CEDEAO en février. Je crois que ça doit être le 3 février, si j'ai bonne mémoire. Et avec une délégation qui est envoyée ce week-end. Donc, on espère qu'avec ces différentes rencontres, on aura une meilleure idée et lecture donc, de l'agenda de la junte et on saura s'il compte s'éterniser. Mais comme on l'a dit sur ce plateau, un scénario différent du scénario malien ou du scénario guinéen étonnerait. Donc pour moi, c'est quelque chose comme ça qui se prépare. Et même si on peut comprendre que oui, ça donne encore un sursaut patriotique, ça suscite l'espoir pour ceux des Africains, ceux des patriotes qui sont découragés, qui ne s'intéressent plus à la chose publique. Il y a quand même un danger, c'est qu'on retourne un peu dans l'arbitraire, on retourne dans le chaos. Parce que, quoi qu'on dise, les constitutions de ces États, Togo, Burkina Faso, Mali, toutes les constitutions presque sont des tests
qui permettent quand même de garantir la démocratie, de garantir la dignité de l'homme, etc. Donc, si on rentre dans une logique où ces tests sont suspendus, ces institutions sont suspendues, personnellement, moi, je n'ai pas quand même l'espoir que quelque chose de très glorieux s'annonce pour le continent, mais on va faire en sorte et on espère qu'on ne rentrera pas dans un chaos. Et puis, si on veut encore à nouveau pousser un peu plus loin la compréhension de ces propos, lorsque les conditions seront réunies, c'est quoi les conditions sécuritaires? Je voudrais d'abord soulager Godwin. Non, suspendre la Constitution, c'est techniquement la première démarche. Ce n'est pas qu'ils vont pas forcément modifier l'essence même de ces constitutions-là. Je vois mal comment ils vont le faire. Je ne vois pas, par exemple, un de ces trois États ou un autre réinstaurer la royauté. Donc le système va être toujours le système classique, mais c'est peut-être les tenants ou quelques éléments à modifier dedans, mais pas grand-chose, pas grand-chose en réalité. Ils vont revoir peut-être l'aspect des mandats et tout ça là. Donc ce n'est pas là au fond le problème. Le problème est ailleurs. Et c'est le vrai problème du Burkinabé. Est-ce qu'il peut annoncer, lui aussi, une alliance avec Wagner ou avec la Russie ou avec la Turquie, en voyant un peu ce que ça a causé comme remous au niveau de la communauté internationale, au point que les Nations Unies sont venues s'ingérer dans ça? Est-ce qu'il peut oser le faire? Moi, je pense que c'est ça qui est plutôt son problème. Parce qu'en tirant leçon de ce que les autres ont fait, et en tirant leçon de ce que la CEDEAO a donné comme sanction, je pense que c'est pour ça qu'il hésite un peu et qu'il ne peut pas. C'est moins ça que la lisibilité. Parce qu'avant de faire le coup, j'imagine que ce n'est pas sur un coup de tête. Il a pris soin de voir, etc. Et il sait qu'aujourd'hui, la jeunesse, que nos politiques n'aiment pas lire correctement, que cette jeunesse-là en a marre de la coopération, pas de la coopération, de l'aide française. Une aide qui est pratiquement obligatoire. Et il sait qu'il y a un sentiment anti-politique française. Donc, la moindre des choses, c'est de faire ce que le Mali est en train de faire. Mais est-ce qu'il peut oser le dire en voyant les sanctions et en voyant le remous que ça cause? Je pense que c'est un véritable problème. Et ce qui, moi, est vraiment illisible dans leur démarche, c'est quand j'aurais appris, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore de confirmation, c'est quand j'aurais appris qu'ils ont libéré Diendéré. Non, ce n'est pas vrai. Okay. Ils ont démenti. S'ils ont démenti, alors là, ça m'apaise. Parce que ce serait l'absurdité qui serait dans leur coup. S'ils ne l'ont pas fait, et donc ça voudrait dire qu'ils travaillent sur un idéal, et c'est pour ça que je confirme qu'ils veulent se rapprocher du Mali, mais ils ont peur de ce que la communauté internationale va dire. D'ailleurs, ils ont promis que le procès allait reprendre dans les prochains jours. Oui, d'accord. Mais ce qui est certain, quand je reviens maintenant à la question, quelles sont les conditions à réunir, c'est tout à fait normal qu'ils vont suivre le schéma du Mali. Le schéma du Mali. Ils vont demander, et il a déjà commencé par recevoir des ministres, etc., même si c'est pour leur dire de ne pas sortir du pays. C'est clair qu'il va chercher à faire une assise. Et il va essayer de voir exactement combien de temps ça va prendre pour réorienter un certain nombre de choses. Mais c'est clair que pour la sécurité, ils ne peuvent pas asseoir une sécurité en moins de 5 ans. Et ça, tenons-nous pour dire que moi, je ne suis pas contre le raisonnement du Mali, de Guetta, qui a parlé d'une période de 5 ans. Pour corriger le désordre qu'il y a en termes de sécurité au niveau du Sahel, ce n'est pas une histoire de 5 ans. Il faudrait d'abord assainir la relation avec la France. Et avec cette force européenne-là, il faut assainir les relations avec, clarifier la position avec la Russie, et maintenant aller, c'est pas en termes d'action à faire après, mais en tout cas, c'est clair qu'il faut également sur le terrain continuer par faire des conquêtes. Et ça ne peut pas se faire seul. Si le Burkina ne fait pas cette révolution-là il y a quelques semaines, il serait obligé de le faire plus tard parce que si l'armée malienne arrive à gagner le combat sur les terroristes, mais les gens là vont fuir. Ils vont fuir pour aller où? Il y en a qui iront en Libye, il y en a qui iront au Niger, il y en a qui... Donc le problème serait là. Donc il faut renforcer la sécurité de ces pays-là. Et donc je pense que la moindre des choses, c'est que ces trois pays-là puissent définir également ensemble
des conditions pour voir comment on peut travailler avec la CEDEAO. Et c'est là où la CEDEAO peut se rattraper. Justement, sur la question de la CEDEAO, je vais lire la réaction d'un téléspectateur depuis Sokolo, il s'appelle Dikeni. En analysant la genèse de la création et l'évolution de la CEDEAO depuis sa création, je peux dire que la CEDEAO fait tant bien que mal son travail. Au début, la CEDEAO était un regroupement économique créé par deux putschistes, les généraux Eyadema et Gowon du Nigeria. Alors donc si aujourd'hui la CEDEAO agit sur la politique, c'est au cours de sa marche que certains protocoles additionnels sont venus s'ajouter. Ces protocoles sont certes insuffisants, il faut reconnaître que la CEDEAO est la meilleure organisation sous-régionale de l'Afrique. C'est ce qu'il dit. Oui, bon, peut-être sur papier. Peut-être sur papier. Voilà, bon, oui, parce que la CEAC ne fait pas mieux, la SADC ne fait pas mieux, le Maghreb, je ne sais pas, ça ne fait pas mieux que la CEDEAO. Ou peut-être par rapport aux autres groupements, oui. Mais est-ce que la CEDEAO ne peut pas faire plus que ça? Regardez, dans les thèses de la CEDEAO, on a insisté, surtout, je crois que ça doit être l'article 33, qui insiste sur la bonne gouvernance. Mais je n'ai jamais vu la CEDEAO, à une réunion, demander à un État de faire une meilleure gouvernance. Et mieux encore, lorsque le Togo et la Gambie avaient été les deux pays à dire « nous, on ne fait pas dans la limitation de mandat », on n'a pas vu de tollé en tant que tel contre ces deux pays-là. Et donc, ça veut dire que les tests sont bons, mais l'application n'est pas bonne. Donc, est-ce que réellement on peut féliciter la CEDEAO dans ces conditions-là? C'est vrai qu'on a tissé un bon cadre, mais un cadre n'est rien si l'application ne suit pas. Il y a l'autre sujet qu'on va évoquer également, c'est lui qui a commencé les coups d'État, c'est le Mali. Le ton qui monte de nouveau entre Paris et Bamako, le ton est monté surtout ces jours-ci, sur la présence ou l'arrivée dans le pays de soldats danois qui sont venus, une centaine d'hommes, venus renforcer les soldats de l'opération Takuba. Le Mali ne l'a pas accepté pour la simple raison, selon les autorités maliennes, que ce déploiement militaire n'avait pas reçu leur autorisation. Au niveau du Danemark, on n'a pas entendu les choses de cette façon. Le ton est monté. Finalement, les soldats danois se sont repliés. Mais on a vu, Godwin et Tchèque, que Paris n'était pas non plus très d'accord, très content de cette situation. Oui, c'est vrai que les Danois, ou bien le Danemark, on peut comprendre quand même sa frustration. Et a même dit qu'il dénonce un jeu politique sale de la part des Maliens. Mais ce qui est surprenant, c'est effectivement la réaction de Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française, qui, bon, s'est arrogé le rôle, bien le pouvoir d'arbitre dans cette situation et a traité le gouvernement, ou du moins la junte malienne, d'illégitime et d'irresponsable. Du coup, on se demande pourquoi la France investit autant, vous voyez, dans cette affaire malienne. Il y a la ministre française des Armées, Florence Parly, qui estime qu'une dégradation de la situation sécuritaire au Sahel aura forcément aussi des conséquences au niveau de l'Europe. Peut-être que, et ce n'est pas peut-être, ce qu'on voit, ce qui se joue aujourd'hui au Mali, c'est l'avenir de la France-Afrique qui se joue. Et ça, même si il n'y a pas de test, voilà, pour le dire clairement, la réalité c'est ça. C'est la relation entre ou du moins les partenariats qu'il y a entre la France et pas seulement le Mali, mais les autres États, les partenariats, même si juridiquement parlant, les choses ne sont pas, du moins ce qu'on voit sur le terrain, c'est la menace qui pèse sur l'avenir, tu vois, de ces partenariats qu'il y a entre la France et la plupart de ces États qui sont aujourd'hui dans cette situation. C'est ça qui fait que, malheureusement, Paris ne peut que s'investir autant dans ce débat ou bien dans cette situation. Maintenant, effectivement, par rapport aux commentaires ou à la réaction de la France, j'avoue que c'est quand même assez surprenant parce que le pouvoir malien, ou du moins la junte, c'est vrai que moi-même, je n'ai pas compris comment ils peuvent dire qu'ils sont étonnés de voir que le pouvoir ou bien les forces danoises sont arrivées sur le territoire, parce que j'imagine que forcément il y a eu des correspondances. Mais c'est quand même un État souverain. Et s'ils disent que nous n'avons pas besoin pour le moment de ces forces, mais il faut quand même les respecter. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes dans des relations internationales et la diplomatie est la règle. Donc vous ne pouvez pas imposer une aide. Je crois que c'est ce que M. Maolé disait tout à l'heure. Vous ne pouvez pas imposer une aide militaire à des gens qui disent nous n'en avons pas besoin. D'autant plus qu'actuellement, ils sont en train de se tourner
vers d'autres partenaires comme la Russie avec Wagner. Donc nous sommes dans une situation qui est en train de se dégrader au jour le jour et naturellement on peut comprendre qu'il y a beaucoup de tergiversations de la part des autres partenaires, notamment la France, qui cherche quand même à sauver ce qui a sauvé. Mais moi je veux dire que il ne faut pas aussi que nous soyons un peu dans l'illusion, malheureusement, parce que c'est des liens qui sont très anciens. Et bon, peut-être que dans les mois qui viennent, on verra une sorte de normalisation de ces rapports. Quoi qu'on dise, il faut aller vers une normalisation de ces rapports parce que l'Afrique, tous ces pays, le Mali, a besoin, ne peut pas faire une rupture totale avec la France. Ce n'est pas évident. Maintenant, il faut que les conditions de ce partenariat entre la France et le Mali, et partant de là, la France et l'Afrique, soient rediscutées. Et ça, c'est une évidence. Justement, est-ce que ces feuilletons, enfin, ces épisodes de feuilletons auxquels on assiste, où le ton monte entre Paris et Bamako, c'est un peu j'ai envie de dire, c'est un peu la genèse d'une volonté de Bamako de couper les ponts avec Paris? Non. Je ne pense pas que Bamako ait envie, je suis d'accord avec Godwin, ait envie de couper et je ne pense même pas qu'il puisse se faire. Parce que la population malienne qui est en France, elle n'est pas à ignorer, elle est importante. Donc je ne pense pas que logiquement, le Mali ait envie de couper les ponts. Mais ceci étant dit, je pense que le Mali a besoin et veut que la France soit un peu plus, le considérer un peu plus comme un pays souverain. Et ça, c'est vraiment important. Moi, je ne suis pas surpris par les soubresauts, je l'appelle soubresauts, en tout respect, des ministres Parly et Le Drian. Parce que dans la nouvelle force européenne, c'est la France qui essaie d'amener les gens à venir. Et aujourd'hui, la France sait qu'en tant que Français, il y a un sentiment de rejet au niveau du Mali. Donc, on incite un peu plus les autres à venir. Maintenant, les autres arrivent et on est en train de les chasser. C'est une façon de chasser tout le groupe. Et ça, la France le sait. Et c'est normal qu'on gesticule un peu. Mais gesticuler en quel français? Je suis d'accord que le Mali a joué un jeu juridique mauvais en disant qu'ils n'ont pas l'accord pour venir. Mais la force européenne a l'autorisation pour venir. Peut-être que c'est au niveau des procédures pour arriver qu'il y a eu peut-être un problème que moi je ne maîtrise pas. Ça, je comprendrais. Mais dire que c'était illégal que la force danoise arrive, je pense que ça, ce n'est pas juridiquement, ce n'est pas une bonne posture à prendre. Maintenant, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, les Français se permettent d'utiliser des expressions qu'ils n'aimeraient jamais qu'on leur utilise. Dans l'histoire de... C'est peut-être ça aussi qui révolte. C'est ça qui révolte le Mali et les pays africains. Dans l'histoire de l'affaire je crois, des sous-marins qu'on devait vendre avec l'Australie, les États-Unis n'ont pas fait autant en termes de comportement avant que les Français soient montés sur le gond. Et ils ont raison, parce que ça ne se fait pas. Mais comment vous pouvez vouloir collaborer avec un pays et taxer le gouvernement qui est là d'illégitime et d'irresponsable, avec des expressions pour infantiliser le gouvernement? L'orgueil humain fera que les Maliens ne pourront jamais vouloir accepter ça. Et je suis très content quand ils répondent, ils prennent soin toujours de préciser qu'ils ont toujours cette attente que la France reviendra pour qu'on négocie. Ça me fait plaisir qu'ils laissent toujours cette porte ouverte. Mais il faudrait que la France, à ce moment-là aussi, comprenne. C'est vrai que la crainte de la rupture de la France-Afrique, elle est importante. Mais ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut gérer ça. Et en faisant ça plutôt, on crée plutôt les occasions pour que d'autres pays suivent et que carrément la France-Afrique puisse cesser. Et il faut plutôt, moi je crois que la France va gagner en passant à un plan C ou à un plan D, en revoyant carrément sa façon de travailler avec les pays qui étaient ses colonies, pour que les choses changent autrement. Mais cette façon de braquer et de donner avec des tons, de donner des mots qui blessent, je pense que ce n'est pas la bonne chose à faire. Et plus grave encore, et ça c'est vraiment dommage pour nos pays africains, il y a des responsables des pays africains qui suivent cette dynamique-là pour dire la même chose. Moi, mon sens,
le gouvernement de transition du Mali, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, n'a rien d'illégitime. D'illégal, oui, Illégal, peut-être, oui. Illégal, peut-être, oui. Mais illégitime, non. En voyant tout ce... même si ce n'est que dans les grandes villes ou peut-être à la capitale, mais en voyant cette population derrière Assimi Goïta, l'illégitimité, je ne pense pas qu'on doit l'utiliser. L'illégalité, peut-être, oui. Mais qui donne cette légalité-là? Mais c'est les institutions du pays. Or, c'est eux qui sont là maintenant aujourd'hui comme institutions du pays. Et donc, je pense qu'il faut revoir, recadrer un peu le ton. Et ce n'est même pas les deux ministres qui l'ont commencé, c'est depuis le chef de l'État que le problème a commencé. Il y a aussi du côté de Bamako, c'est une volonté clairement affichée de renégocier les accords militaires avec Paris. Oui, c'est ce que nous disons. Et vous savez, même dans l'histoire de ce coup d'État malien, je crois que c'est le cas pour les autres pays aussi, et les raisons qui amènent ou qui ont amené à ces coups d'État ne sont pas des raisons qui datent peut-être du mandat du chef d'État. Oui. Vous voyez, ce n'est pas forcément la gestion de Ibeka qui a amené à ce coup d'État. C'est qu'il y a des problèmes, des causes lointaines dans la façon dont le Mali est dirigé, dans le rapport entre le Mali et les autres puissances comme la France. C'est que lorsque vous écoutez le discours de l'actuel Premier ministre malien, vous sentez qu'il y a des causes profondes. Et il y a eu des solutions qui sont des solutions, on va dire, des solutions cosmétiques, parce qu'ils n'ont pas permis à régler définitivement ce problème de haute corruption, d'impunité. Donc, c'est des problèmes sérieux qui ont totalement paralysé l'État malien, qui ont fait qu'aujourd'hui, le Mali est devenu un peu comme, voilà, un no man's land où ce n'est même pas envisageable pour le moment de construire quelque chose de stable. Donc, moi, je peux comprendre que Mali, ou du moins la junte aujourd'hui, bien le gouvernement de transition, cherche effectivement à revoir les rapports. Je crois que je l'ai dit, à revoir les rapports. Ce n'est pas seulement les relations, bien le contrat de collaboration militaire, bien de coopération militaire, mais c'est les rapports même, de façon générale, entre le Mali et la France qu'il faut revoir, qu'il faut rediscuter. Donc c'est quelque chose qui, normalement, ne surprend personne, mais on peut quand même comprendre que la France ne voit pas ça d'un bon œil. Et les autorités maliennes aussi devraient comprendre que tant que leur pouvoir n'est pas issu de processus électoral démocratique, ces genres de réactions, ils doivent s'y attendre. En dehors du Sénégal, quel processus électoral en Afrique de l'Ouest a été transparente? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En réalité, il y a eu, je vais pas exagérer, il y a juste eu des tentatives pour avoir de bonnes élections en Afrique. Mais dans tous les cas où les pays, les populations ont semblé voir que l'élection n'est pas vraiment ce qu'elles auraient attendu, la CEDEAO a répondu quoi? Dans l'ensemble, tout s'est bien passé, on relève ça, mais... Ouais, et puis ça passe. Donc il y a un problème. Et aujourd'hui, est-ce que c'est utile de se précipiter dans l'état où se trouve le Mali, avec ce qui s'est déjà passé? Est-ce que c'est utile de se précipiter pour faire une élection? Parce que si pour faire une élection aujourd'hui, s'ils se précipitent pour le faire, malheureusement, on va voir les anciens dirigeants, c'est eux toujours qui sont connus, c'est eux qui ont toujours les moyens, on va les voir se positionner, on va faire encore un semblant d'élection et on va dire qu'ils ont gagné. Et ça ne marchera pas. Je pense que ce qui serait utile, c'est de loger le problème malien, burkinabé et guinéen dans un problème de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est là où la CEDEAO, en tant que regroupement, va être utile, mais pas la CEDEAO des chefs d'État. Mais une CEDEAO qui va réfléchir sur comment sécuriser entièrement la zone. Parce que, à mon sens, si le Mali a fini complètement par se corriger, mais les autres pays à côté vont être pour lui une menace tout le temps. Et c'est par là aussi, s'il y a véritablement un désaccord avec la France, je peux me rappeler un peu
de ce qu'on m'a raconté sur la Guinée au niveau de Sékou Touré. Ouais. Et donc, les mêmes risques peuvent arriver. Et ça, aujourd'hui, avec cette modernité que nous avons là, ça va être pire pour le Mali. Et tout le monde va essayer de démontrer que le Mali aurait fait une erreur de prendre cette voie-là. Donc, l'idéal serait que... Et puis, il ne faut pas oublier que si la Russie, la Turquie et autres veulent venir, c'est surtout un problème géostratégique et géopolitique. Oui, oui. Ils ne viennent pas pour aider, ils viennent dans leurs propres intérêts. Et c'est pour ça que je me tue, moi, personnellement, à dire, moi, je ne condamne pas la France dans sa démarche. La France a ses intérêts à pourvoir et c'est tout à fait normal que la France ait. Maintenant, il faut réorienter comment la France peut, toujours dans la recherche de ses intérêts, concilier avec la recherche de nos intérêts. Et donc, je reviens à mon développement de tout à l'heure. Il serait utile et urgent que la CEDEAO, au lieu de chercher à condamner, puisse s'asseoir et réfléchir pour voir comment on va synchroniser les choses pour que, par exemple, ce Sahel-là, qui a des djihadistes fabriqués, on s'en débarrasse complètement. Et si on ne le fait pas ensemble, ils vont fuir ou vers le nord ou vers le sud. Et donc, c'est les pays qui sont à la côte qui vont hériter de ces djihadistes-là si le Niger et si le Mali, le Burkina et autres arrivent à s'en débarrasser. Et donc, ce serait toujours un problème. Donc, je pense qu'au lieu de chercher à condamner, au lieu de demander à ceux de rester dans ce schéma qui est devenu mécanique, de dire élection, 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 on va y réfléchir. Vous voyez, moi je pense que les pays africains, on nous oblige tous à dire, non, même s'il y a des problèmes, laissez les problèmes, allez aux élections et on va régler. Après, on verra. Mais celui qui va venir, il n'a pas le moyen de régler. Parce qu'il y a un malaise profond qui est déjà créé. Réglons d'abord les choses. Allons après aux élections. Et je pense que les choses iraient mieux. D'accord. Merci beaucoup, Spero Maoulé, Godwin Etche. Je vous propose de marquer tout de suite la pause pour...